sujet de la table ronde sera consacré à un des sujets qui apparaît comme une évidence et comme une nécessité dans l'adaptation de la gestion des espaces naturels protégés, sur le littoral comme ailleurs, mais encore peut-être davantage sur le littoral, c'est la liaison, l'articulation entre l'espace protégé lui-même et le territoire dans lequel il s'inscrit. Et donc, on va se poser la question avec Cécile, quelle articulation entre l'adaptation des espaces naturels protégés et l'adaptation qui est tout aussi nécessaire des territoires dans lesquels ils sont présents. Et donc, cette liaison apparaît évidemment essentielle et on va essayer d'explorer comment ça peut se passer. Et puis, l'atelier, lui, va plus se concentrer sur les besoins des gestionnaires et comment y répondre. Je propose donc à Cécile de prendre la main pour entamer la discussion dans la table ronde et vous disposez d'1 heure. Merci. Merci Patrick, bonjour à tous. Je suis honorée d'animer cette table ronde avec vous aujourd'hui suite aux conférences et témoignages que nous avons eus hier et qui étaient riches en retours d'expérience. Comme le rappelait Patrick, on a eu des interventions qui ont illustré le lien fort qui pouvait exister sur le littoral entre la stratégie d'adaptation au changement climatique d'un gestionnaire d'espaces naturels et avec celle de son territoire, et notamment en termes de gestion du trait de côte. Et hier soir, il y avait 80% des participants qui se sentaient davantage outillés pour intégrer le changement climatique à la gestion des espaces naturels protégés littoraux. Et donc, pour aller plus loin, aujourd'hui, l'objet de cette table ronde est d'apporter un éclairage supplémentaire avec la question de l'articulation et de la liaison entre l'adaptation de ces espaces naturels littoraux et l'adaptation des territoires au changement climatique, et ainsi alimenter vos points de vue sur le sujet. Donc, avant de commencer, je vous propose d'avoir un petit tour de table de présentation des 4 intervenants à cette table ronde. Tout d'abord, donc Jill Maddalena, qui est chargée d'études à la Fabrique écologique et auteure du rapport publié en juillet 2019 intitulé « L'adaptation au changement climatique sur le littoral français ». Bonjour Jill. Bonjour. Bonjour. Nous avons ensuite Juliette Herry, qui est chargée de mission au Parc naturel régional du Golfe du Morbihan, développeur d'un outil pour anticiper et se préparer au changement climatique. Donc cet outil est dénommé Cactus pour climat, adaptation, changement, territoire, usage, et est destiné aux collectivités et aux élus. Bonjour Juliette. Bonjour à tous. Nous avons ensuite Alain Véraud, qui est chef du département biodiversité, continuité, espace naturel à la DREAL Nouvelle-Aquitaine. Alain va nous apporter aujourd'hui un éclairage sur la doctrine nationale pour les aires protégées en matière d'adaptation au changement climatique. Bonjour Alain. Bonjour, merci. Et enfin, nous avons Céline Chadena, qui est maître de conférence géographe à l'Université de Nantes, qui est impliquée dans le projet Pédalo et qui vise à réfléchir dans un contexte d'élévation du niveau marin au devenir des espaces naturels protégés situés sur la côte ou en position rétro-littorale. Bonjour Céline. Bonjour. Voilà, donc nous allons commencer avec quelques questions à chacun des intervenants avant de vous laisser la parole à vous participants via le chat. Donc tout d'abord, je m'adresse à Jill. Jill, suite à votre étude, que pouvez-vous nous dire sur les stratégies déployées par les territoires littoraux pour s'adapter au changement climatique? Oui, donc bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup pour cette invitation. Donc, je vais commencer par faire quelques petites précisions sur cette étude. Tout d'abord, une précision sur le périmètre. Donc, même si en première partie, on a rappelé l'ensemble des manifestations du changement climatique sur le littoral, on s'est ensuite plus intéressé à l'adaptation à la montée du niveau de la mer et aux risques littoraux, donc le recul du trait de côte et la submersion marine. Une autre précision, c'est ce qu'on a considéré dans l'étude comme territoires littoraux. Donc, effectivement, il y a les espaces naturels qui font l'objet du séminaire, mais également les espaces artificialisés avec différents enjeux. Donc, les habitations, des activités économiques, des équipements publics, par exemple des écoles ou des hôpitaux, ou encore des réseaux,
comme les réseaux d'électricité, d'eau ou de transport. Et donc, ce sont ces éléments qui composent les territoires littoraux qui peuvent être menacés par la montée du niveau de la mer et par les risques littoraux. Voilà, donc pour répondre à votre question, ce que je peux dire, c'est qu'à la suite de plein de travaux, nous avons identifié plusieurs manières souvent complémentaires d'adapter les territoires littoraux à l'élévation du niveau de la mer. Donc le premier instrument d'adaptation, c'est d'éviter que de nouveaux enjeux s'implantent en zone à risque. Donc pour cela, il est nécessaire de réglementer l'urbanisme, et cela dans un contexte où la demande pour habiter en bord de mer est très forte et où les prix de l'immobilier sont très élevés. Donc l'outil principal pour réglementer l'urbanisme en zone à risque, c'est le plan de prévention des risques, ou PPR, qui est prescrit par l'État. Et donc sur ce point, notre étude montre que la politique d'élaboration des PPR est relativement en retard. Donc un chiffre pour illustrer cela: à la suite de Xynthia, il y avait eu 300 PPR prioritaires qui avaient été prescrits. Et en 2019, au moment de la publication de l'étude, seulement 60% de ces plans de prévention des risques étaient approuvés. Donc voilà, il y a un enjeu fort à continuer de réglementer l'urbanisme. Une politique complémentaire à ce premier point, c'est la nécessité de protéger, lorsque c'est possible, les enjeux existants. Et donc pour cela, il existe en fait des méthodes de génie civil, donc la construction de digues pour simplifier, et des méthodes dites de gestion souple, qui peuvent reposer sur ce qu'on appelle aujourd'hui les solutions fondées sur la nature. Donc par exemple, même si on va revenir là-dessus plus longuement, il est possible de maintenir ou de recréer des dunes, ou encore, par exemple, de protéger les herbiers, donc de zoostères ou de posidonies, qui jouent un rôle important dans la régulation de l'érosion. Donc, je reviendrai sans doute plus longuement sur ces points. Pour ce qui est des méthodes de génie civil, l'étude a montré qu'on observait depuis quelques années un changement de doctrine, en tout cas pour ce qui concerne l'érosion. Donc là où la construction d'ouvrages de protection était la norme il y a quelques années pour lutter contre l'érosion, les spécialistes recommandent de plus en plus d'abandonner, si possible, la construction de ces ouvrages, car ces derniers peuvent amplifier le phénomène d'érosion ou bien le décaler dans l'espace. Sur les ouvrages de protection contre les submersions, en revanche, ils continuent d'être nécessaires, voire indispensables dans plein d'endroits, mais ils ne sauraient être l'alpha et l'oméga d'une politique d'adaptation cohérente. Donc, en gros, ils sont nécessaires, mais pas suffisants à plein d'endroits. Et par ailleurs, le choix de construire ou de rehausser un ouvrage de protection, ou bien le choix de sa localisation, ces choix portent en eux de fortes inégalités potentielles. Et donc, il est indispensable, en fait, d'avoir cela en tête et de réfléchir à une manière de protéger tout le monde, et pas seulement les endroits où se trouvent les enjeux avec le plus de valeur économique. La troisième voie pour s'adapter, c'est ce qu'on appelle la relocalisation des activités et des biens. Donc ça consiste en fait à déconstruire les enjeux qui seront inexorablement menacés par la montée du niveau de la mer. Donc ça consiste en fait à déplacer ces enjeux et à les réimplanter ailleurs. Et ce n'est pas du tout une problématique marginale, puisque en France, à l'horizon 2100, le CEREMA a estimé qu'entre 5 000 et 50 000 logements seront menacés rien que par le recul du trait de côte. Et ça représente une valeur économique comprise entre 1 et 8 milliards d'euros. Et cette relocalisation des activités et des biens, elle soulève de très nombreuses questions qui sont d'ordre juridique, économique ou social. Donc, je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, mais par exemple, il est nécessaire d'organiser la perte du droit de propriété du bien qu'il faudra relocaliser, de financer l'indemnisation des propriétaires, ou encore d'être en mesure de proposer une alternative pour se reloger sur le territoire dans un contexte de rareté du foncier et de limitation nécessaire de l'artificialisation des sols ou de l'étalement urbain. Voilà, donc en 5 minutes, il est vraiment difficile de rentrer dans les détails des spécificités de chacune de ces mesures. Donc je vous invite à regarder le rapport qui est en ligne sur le site de la Fabrique écologique. Je peux juste mettre l'accent sur 2 points. Donc, premièrement, la France est en retard en fait sur ses politiques d'adaptation au changement climatique en général. L'adaptation en fait était même pas au programme de la Convention citoyenne pour le climat, qui avait comme feuille de route d'élaborer des mesures qui visaient à limiter
les émissions de gaz à effet de serre à 40%, donc en fait l'atténuation, ce qui est déjà une mission très ambitieuse. Mais ce fait-là, en fait, il traduit bien le fait que l'adaptation est en général délaissée par les pouvoirs publics, et c'est vrai en particulier sur le littoral. Et le deuxième point que je souhaitais aborder, c'est la question des inégalités environnementales qui sont déjà fortes sur le littoral et qui peuvent en fait être accentuées par certaines politiques si l'on ne pense pas spécifiquement à les réduire. Donc en fait, il est indispensable d'élaborer des politiques d'adaptation au changement climatique qui prennent en compte ces inégalités de manière ambitieuse. Voilà pour ce premier portrait dressé très très rapidement en 5 minutes. Merci Gilles. Et dans les différents scénarios d'adaptation que vous avez analysés, quelle est la place donnée à la nature par les territoires? Là encore, il y a deux approches complémentaires. Il y a d'abord le rôle de la nature dans l'adaptation des espaces naturels. Donc, c'est sans doute ce que les intervenants et intervenantes après moi vont aborder. Donc, effectivement, il y a le fait que les écosystèmes peuvent jouer un rôle dans la prévention contre les risques naturels. Donc, par exemple, les écosystèmes sableux, que ce soit les dunes, les forêts dunaires, les zones humides, les mangroves pour les littoraux ultramarins, ils peuvent par exemple constituer des espaces tampons qui offrent une protection naturelle contre l'érosion et la submersion. Et donc, les préserver, ça permet de manière générale de limiter les impacts des submersions marines et des mouvements du trait de côte. Ce qui est important, c'est que de plus s'appuyer sur ces écosystèmes ou sur les solutions fondées sur la nature pour s'adapter à l'élévation du niveau de la mer, ça s'accompagne en général de co-bénéfices. Donc, par exemple, la première expérience de dépoldérisation qui avait été menée par le Conservatoire du littoral dans la baie de Douarnenez en 81, elle avait mis en évidence l'apparition d'une nouvelle zone de nurserie et le retour d'une vingtaine d'espèces de poissons dans la lagune. Donc ça, c'est effectivement un co-bénéfice très important dans un contexte d'érosion forte de la biodiversité marine. Un autre exemple, tout à l'heure, j'ai cité les herbiers. Donc, la protection des herbiers, elle peut jouer un rôle dans la régulation de l'érosion. Mais les herbiers, ils constituent également un habitat pour de nombreuses espèces. Ils produisent de l'oxygène, capturent du CO2 et purifient l'eau de mer. Et donc, les préserver ou les restaurer s'accompagne également de nombreux bénéfices pour la biodiversité et pour le fonctionnement des écosystèmes. Donc, en fait, ce qu'on a montré, et à la suite de plein d'autres personnes, c'est que les écosystèmes, ils ont un rôle important à jouer dans l'adaptation des espaces naturels littoraux au changement climatique. Mais cette possibilité, elle reste relativement marginale aujourd'hui, notamment aux yeux des élus. Récemment, en fait, des expérimentations voient le jour, donc comme le programme Adapto mené par le Conservatoire du littoral, par exemple. Et ces expérimentations, elles sont précieuses puisqu'elles cherchent à démontrer, en fait, notamment aux yeux des élus et du grand public, la pertinence des solutions fondées sur la nature. Et le deuxième point que je peux aborder assez rapidement, c'est également la place de la nature pour s'adapter au changement climatique, mais en dehors des espaces naturels. Donc effectivement, là, je viens d'évoquer le rôle des espaces naturels comme zone tampon, par exemple, mais on peut aussi se poser la question de la place de la nature dans les espaces qui sont aujourd'hui, qui ne sont pas classés en fait comme espaces naturels. En fait, c'est important d'avoir ça en tête parce que la montée du niveau de la mer, elle va venir sans doute modifier le découpage strict qu'on retrouve dans les plans locaux d'urbanisme, par exemple, entre zones naturelles, zones urbanisées, zones à urbaniser et zones agricoles. Donc, par exemple, les parcelles agricoles pour certaines d'entre elles, pourront être salinisées par la montée du niveau de la mer. Et là, en fait, il y a une opportunité de s'appuyer sur les écosystèmes, en fait, puisque les usages de ces parcelles pourront changer. Donc, il pourrait y avoir une reconversion, en fait, soit vers d'autres usages agricoles, par exemple l'élevage de prés-salés, mais également vers des usages récréatifs et la conversion, en fait, en espaces naturels. Et sur les zones à risque, on peut avoir la même chose, puisque si on déconstruit des bâtiments dans une optique de relocalisation des activités et des biens, on peut, dans un second temps, en fait, imaginer des nouvelles occupations de ces lieux. Et en fait, on pourrait imaginer ces lieux
comme autant de lieux de cohabitation, en fait, voire d'attachement entre les humains et les écosystèmes. Voilà, donc en fait, pour résumer, la nature a un rôle à jouer aussi bien dans les espaces naturels que dans les autres types d'espaces, souvent en fait en complément d'autres mesures d'adaptation que j'ai citées précédemment. Voilà. Merci Jill. Donc après ces premiers éléments qui nous donnent un état des lieux global des stratégies d'adaptation, portons maintenant notre regard à l'échelle d'un territoire et je vais donner la parole à Juliette. Donc Juliette, quels outils avez-vous développés pour faciliter l'adaptation du territoire du parc naturel régional du Golfe du Morbihan au changement climatique? Oui, alors effectivement, dans le golfe du Morbihan, c'est une question à laquelle on est attaché depuis plusieurs années maintenant. On travaille à l'échelle de 33 communes sur le pourtour du golfe du Morbihan et les parcs naturels régionaux ont en fait des missions d'expérimentation. Il se trouve qu'en 2008, on a eu la chance en fait de participer à un programme européen qui s'appelait IMCOR, donc sur des pays d'Europe du Nord-Ouest. Et on a pu travailler de manière vraiment étroite avec des scientifiques du laboratoire Amur à l'université de Brest, vraiment dans cette optique de faire un expert couplet, un tandem chercheur-gestionnaire sur les questions d'adaptation des territoires littoraux. L'objectif, c'était de développer dans les différents pays impliqués des stratégies de ces territoires littoraux, ce qui nous a amené, nous, dans le Golfe du Morbihan, à mener toute une démarche en fait, de concertation et de prospective sur 3 années avec différents acteurs du territoire. Et l'objectif, c'était effectivement déjà de mieux comprendre, appréhender ce terme en fait, d'adaptation au changement climatique, qu'est-ce qu'on pouvait y mettre derrière, de mieux comprendre aussi en quoi le golfe du Morbihan était concerné, quels étaient les enjeux locaux, et derrière de réfléchir, de croiser des points de vue sur comment le golfe pourrait évoluer, à quoi il pourrait ressembler, ce qui nous a amené à développer différents scénarios donc, qui font écho à ce qui était dit précédemment sur un peu les stratégies d'adaptation entre, voilà, par exemple, si on reste spécifiquement sur la question des risques côtiers, entre de la protection, entre vraiment de l'anticipation et aller jusqu'à de la recomposition spatiale. En fait, tous ces aspects-là étaient traités. Et sur le moment, en fait, c'était prématuré pour nous, à ce moment-là, d'établir une stratégie vraiment d'adaptation pour le territoire. Et a émergé plutôt le besoin en fait, d'avoir un outil d'aide à la décision pour nos élus. Et on a de fait réussi à développer un outil qu'on a appelé Cactus. Alors je sais qu'Emilien proposera un ensemble, voilà, une valise de la documentation sur le séminaire, donc vous pourrez la retrouver dans ce cadre-là, mais vous pouvez découvrir l'outil, en fait c'est un site internet en ligne, si vous tapez Golfe du Morbihan Cactus, vous tomberez directement sur l'outil, et c'est un outil en fait qui a vocation, c'est comme un portail un peu documentaire, donc à permettre en fait à nos élus, mais pas que, hein, à toutes les personnes aussi intéressées par ces sujets, de mieux comprendre en fait la diversité des implications du changement climatique pour nos territoires, que ce soit sur les espaces naturels, sur les activités, sur la biodiversité, etc. Et l'idée, c'est par un questionnement sur différentes thématiques, de comprendre en fait les conséquences du changement climatique et les interrelations, vraiment de donner une vue d'ensemble. Donc ça paraît assez tentaculaire quand on rentre dans l'outil. Voilà, l'idée c'est qu'on peut, en fonction des questions qui nous intéressent, on s'intéresse à, voilà, il y a différents types d'espaces naturels dans l'outil. On peut aller voir, voilà, par exemple, une fiche dédiée sur les plages, des fiches dédiées à la conchyliculture, à la santé, à la biodiversité. Voilà, il y a à peu près une 50aine de thématiques. Et l'idée, c'est que par un questionnement, on aide en fait justement les décideurs à comparer des choix de gestion qu'ils pourraient prendre et leurs conséquences par une approche qu'on souhaite la plus transversale possible, c'est-à-dire qu'on aborde à la fois la question, par exemple, des paysages, la question des coûts associés aux actions, etc. Et donc,
c'est un outil vraiment qui a vocation à donner des clés et à permettre de comparer des choix de gestion. Et parallèlement à ça, en fait, on est plutôt sur un niveau en fait, de stratégie. Il nous a semblé important au niveau local de développer aussi des guides qu'on a appelés par exemple Memento pour aider les élus dans leurs plans locaux d'urbanisme à intégrer ces questions d'adaptation quel que soit le domaine, c'est-à-dire qu'au regard des risques, par exemple, d'îlots de chaleur, des risques de submersion, des problématiques, par exemple, de perte de biodiversité, comment, à l'échelle d'un plan local d'urbanisme, les élus peuvent agir pour, par exemple, donner de la place à la nature en ville par rapport à ce que Gilles évoquait, ou voilà, comment on peut aujourd'hui inscrire des éléments dans ces documents pour faire en sorte qu'on anticipe aujourd'hui les effets actuels et à venir du changement climatique pour augmenter la résilience des territoires. Donc là, on est sur des niveaux assez, on va dire, supra. Et en parallèle, on a développé également des outils plus concrets pour que ce soit parlant aussi, pour que quand on parle de c'est quoi les effets du changement climatique aujourd'hui, ou quand on parle d'adaptation, c'est qu'est-ce qu'on met derrière ça exactement. On a mis en place aussi tout un ensemble de suivis, par exemple de nos dunes. On a mis en place des observatoires photographiques de l'évolution en fait, du trait de côte avec des points photographiés et qui sont reconduits annuellement en différents points des communes du parc. On a également réalisé en fait, un ensemble de témoignages d'acteurs locaux. Qu'est-ce que les conchyliculteurs, les pêcheurs, les agriculteurs peuvent aujourd'hui nous dire sur ces sujets-là. Et donc, c'est tout un ensemble aujourd'hui d'actions qui convergent et qui portent à la fois sur des aspects très concrets et sur des aspects plus stratégiques sur cette question d'adaptation. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire, on essaye aussi de décloisonner cette question d'adaptation en faisant percoler en fait cette notion dans l'ensemble des actions qu'on mène. Et donc, on essaye de ne plus mener en fait des démarches ou des actions qui ne seraient que adaptation entre guillemets, mais plutôt de dire dans les missions que mes collègues mènent. Voilà, aujourd'hui, on se questionne par exemple sur le renouveau de la végétation à l'échelle du golfe du Morbihan, ou on se questionne sur le maintien, enfin voilà, les enjeux liés à la servitude du sentier côtier. Comment, sur ces questionnements, on intègre en fait le changement climatique, les questions d'adaptation, en plus des enjeux biodiversité. Et donc aujourd'hui, on ouvre sur ces transversalités au sein de nos différentes actions. Et dans toutes ces actions-là que vous menez, quelle place vous donnez aux espaces naturels ? Alors, je rejoins complètement ce qui a été dit par Gilles sur le besoin en fait, d'avoir une vision sur les espaces naturels en soi, mais aussi au sein des espaces urbanisés. C'est vrai que par rapport à ce que je disais, en fait, dans l'outil Cactus, on a des fiches spécifiques sur ces espaces naturels. Donc, il y a des fiches, par exemple, sur les marais, sur les plages, sur comment dire, les forêts ou les zones boisées. Et dans chacune d'entre elles, en fait, on y va par étapes, c'est-à-dire qu'on essaye déjà d'identifier sur notre territoire quels sont ces espaces qui sont vulnérables au changement climatique. Et ensuite, on arrive à un niveau de questionnement visant à comparer des choix de gestion qui pourraient être faits. Et dans cette comparaison, en fait, on questionne sur les conséquences des choix qui sont faits et sur est-ce que, par exemple, il faut maintenir coûte que coûte certains de ces espaces quand on regarde plutôt avec le prisme de l'élévation du niveau de la mer et des risques côtiers, où on sait que ces espaces sont voués à disparaître. Et donc, on essaye en fait de questionner sur ces aspects-là et aussi de voir un peu nous, notre position en tant que gestionnaire entre finalement, c'est des débats qui reviennent parfois, mais est-ce que finalement un milieu naturel vaut plus qu'un autre milieu naturel? Comment on compare un milieu naturel à un autre? Et donc, on essaye au maximum de privilégier cette vision à long terme, et on part aussi sur cette idée que finalement, même si on est bien conscient qu'il est important qu'on maintienne dans le meilleur état possible ces espaces naturels pour que, effectivement, on maintienne
les fonctionnalités et donc finalement les chances derrière pour nous que cette nature puisse s'adapter, mais que nous aussi, par le fait que cette nature s'adapte, on puisse être davantage résilient. En fait, on essaye de voir comment... voilà, on sait que ce maintien, il est important, mais ça nécessite aussi parfois de faire le choix de laisser en fait une libre évolution de ces espaces naturels. Et c'est quelque chose qui est souvent soulevé dans les échanges qu'on a quand on réfléchit notamment à la question de la relocalisation en fait, des activités humaines. Je prends le cas par exemple d'une commune avec laquelle on a travaillé, qui est la commune de Damgan. On a eu l'occasion de faire des réunions publiques avec les habitants pour justement questionner sur aujourd'hui quelle est leur perception de cette élévation du niveau de la mer et comment ils voient le fait que potentiellement, oui, la protection coûte que coûte n'est pas la panacée, que oui, il faudra peut-être et sûrement faire autrement et que si on est amené à relocaliser, comment on le fait. Et ce qui est tout le temps très souvent observé, c'est finalement, en tout cas sur le site qui nous concerne dans le Golfe du Morbihan, c'est la question de la disponibilité. Et finalement, quand on réfléchissait à l'échelle d'une commune, on se retrouvait face à un manque de terres, qu'elles soient agricoles ou naturelles, et ce qui derrière soulève la question de si on relocalise, dans le contexte du zéro à l'artificialisation nette, finalement, c'est toutes les questions derrière de est-ce qu'on accepte de perdre des nouveaux espaces? Est-ce qu'il faut qu'on densifie, mais dans des zones où on sait qu'en fonction de la vitesse d'élévation du niveau de la mer, il y aura aussi une question voilà, de ne pas plus exposer non plus à long terme les populations. Et donc, tout ça soulève aussi des questions autour, par exemple, des coûts de déconstruction et puis de la capacité des écosystèmes aussi à se régénérer. Enfin, voilà, donc c'est tout un ensemble de points qu'on met dans le débat et dans les échanges autour de ces questions et l'importance en fait de maintenir ces espaces naturels. Oui. Merci Juliette. Donc ces deux premières prises de parole nous renseignent sur comment concrètement s'opère l'adaptation des territoires littoraux au changement climatique et quelle est la place de la nature et des espaces naturels protégés dans les différentes démarches qui sont mises en place. On va se questionner maintenant sur l'adaptation au changement climatique dans les aires protégées et plus spécifiquement littorales. Donc, je me tourne vers Alain. Pouvez-vous nous préciser comment la nouvelle stratégie nationale des aires pour les aires protégées intègre ce sujet de l'adaptation, de la gestion et au changement climatique? Bonjour, merci. Donc, cette stratégie, déjà, c'est une stratégie qui a eu un peu de retard à l'allumage parce qu'elle devait sortir l'an dernier. Elle a été covidée. Et donc, elle n'a été diffusée, validée qu'en janvier de cette année, à l'issue du One Planet Summit début janvier. Donc, quand on parle stratégie nationale pour les aires protégées 2030, il ne faut pas oublier que c'est en fait deux volets. Une stratégie nationale qui sera valable sur 10 ans et des plans d'action qui, eux, seront triennaux. Donc, le premier plan d'action a aussi été validé. Il porte sur la période 2021-2023. Si on veut voir comment ont été intégrés les enjeux changement climatique dans ce document, en fait, les rédacteurs, les contributeurs, les services de l'État n'ont plus raisonné par rapport à ce qu'on faisait avant dans un monde qu'on considérait comme étant figé. C'est-à-dire aujourd'hui, tout le monde a conscience que nos territoires, notamment sur le littoral, bougent, mais même des choses qui semblaient à peu près stables. Enfin, je suis forestier à la base. On parlait d'une station forestière qui était un élément incontournable du paysage et on savait que ça allait pousser, ça allait pas pousser, mais sur une durée très lointaine. Et bien aujourd'hui, il n'y a plus rien de vrai. Donc cette notion de disparition d'un monde figé est restée, à mon avis, au cœur des réflexions. On l'a aussi vu hier dans les débats. Donc, on a un foncier qui est figé, on a des propriétés qui sont figées, et par contre, on a tout le reste qui n'est pas figé. Donc, dans la SNAP, en fait, les actions sont regroupées autour de 7 objectifs, et quasiment tous ces objectifs font référence plus ou moins à la problématique du changement climatique. Si on va un peu dans le détail, alors le premier objectif, qui est sans doute celui que tout le monde a retenu de la SNAP,
C'est le fameux objectif qui vise à porter la couverture globale des aires protégées à 30%, dont 10% de protection forte. Donc, c'est un peu l'affiche de la stratégie. Dans cette partie-là, dans les mesures, on fait référence explicitement à la notion d'extension des aires existantes et à la création de nouvelles aires protégées sur les sites de report. Donc, référence au changement climatique, à l'adaptation du périmètre des aires. Référence aussi à la connectivité entre aires protégées. Alors, selon les thématiques, les localisations, être en continuité, ça fonctionne ou pas pour accompagner le déplacement des espèces. Sur l'objectif 2, où là, on parle de la gestion des aires protégées, là, il y a tout de suite une vision adaptative dedans, avec des notions de formation des gestionnaires, d'amélioration des outils de pilotage, d'évaluation et d'adaptation de la gestion. Donc, le LIFE qui nous réunit aujourd'hui est cité d'ailleurs au niveau de la mesure 7 dans ce document. Objectif 4 de la STNAP, là, c'est conforter l'intégration du réseau d'aires protégées dans les territoires. Donc, lorsqu'on est sur le littoral, comme on l'a évoqué depuis hier, il y a la question des projets de territoire et de sensibilisation des citoyens à la nature. Donc, on peut faire des shows réguliers, comme on l'a vu hier. Ce ne sera pas de trop. Et dans l'objectif 7, on a le confortement du rôle des aires protégées dans la connaissance de la biodiversité. Donc, les aires protégées sont des territoires, des espèces de laboratoires d'études, des territoires d'innovation et de recherche appliquée, notamment en lien avec le changement climatique. Dans cette nouvelle stratégie, aussi un point très important sans doute pour la problématique littorale, c'est que la maîtrise foncière sera reconnue comme étant une protection forte. Alors, le cadre n'est pas encore complètement défini, mais on parle des espaces naturels qui sont aujourd'hui propriété du conservateur du littoral, les terrains des Seines et sans doute peut-être d'une partie des ENS qui seraient reconnus comme étant un élément constitutif de notre réseau d'aires protégées. Merci Alain. Donc vous venez de parler de la protection foncière. Est-ce que vous pouvez nous indiquer et préciser quels sont les outils et dispositifs juridiques qui peuvent être mobilisés pour permettre aux aires protégées, qui par définition sont des espaces délimités spatialement, de s'adapter aux évolutions sous l'effet du changement climatique pour continuer à protéger le patrimoine naturel qui a justifié au départ la création de ces aires protégées? Alors, j'ai dit que le monde était mouvant, il fallait s'adapter. Et à côté de ça, on a une boîte à outils où on aime bien la fixité, on aime bien délimiter, on aime bien arrêter les choses. Et donc, notre boîte à outils, elle a différentes composantes. Alors, on garde toujours nos formes de protection réglementaire traditionnelles qui sont parfois très lourdes à mettre en place. Donc, on a eu pas mal d'interventions sur les réserves naturelles nationales. On a aussi les parcs naturels nationaux. On a des outils qui gardent toute leur validité, qui ont un inconvénient, c'est la procédure complexe, longue. Un inconvénient, c'est qu'on doit placer ces outils dans un contexte, on a dit à plusieurs fois, le foncier est rare et avec l'effet ciseau d'un afflux de population sur le littoral et en même temps un littoral qui est amené à devoir se recomposer et à reculer un peu. Donc, on est un peu coincé à l'étroit dans le dispositif. On a des protections réglementaires qui sont un peu moins compliquées à mettre en œuvre. Ce sont les protections préfectorales. Donc, on pense tous à l'arrêté de protection de biotope. Bon, aujourd'hui, on a le géotope, on a les habitats naturels. Donc, on est sur des outils qui sont plus simples à mettre en œuvre, plus rapides, qui permettent d'être réactifs. Par contre, l'inconvénient, c'est qu'ils n'apportent pas de solution de gestion. Donc, on protège et on voit très bien parfois qu'il faut accompagner les choses. Ils peuvent avoir cette dimension quand on raisonne en termes de sandwich, de superposition, parce qu'on peut très bien avoir un APPB qui se localise au sein d'un espace bénéficiant d'outils de gestion. Alors, ça peut être une zone Natura 2000, avec des contrats Natura 2000. Ça peut être aussi un parc naturel marin, régional, etc. Donc, on peut retrouver des choses derrière. On a aussi des outils de protection et de maîtrise foncière. Donc, ces outils sont fondamentaux dans ce qu'on a évoqué depuis 2 jours. Donc, sur le littoral, essentiellement conservateur du littoral,
mais aussi SEN et ENS. En outils réglementaires aussi complémentaires, on retrouve des choses qui localement peuvent être très importantes. Alors pour notre façade, allez, on va être néo-aquitain aujourd'hui, parce qu'on est à Rochefort en théorie. On a les sites classés, protection à l'origine paysagère, mais protection qui vise à la conservation des attributs du paysage et donc d'une forme d'occupation du sol souvent assez extensive. On a aussi des reconnaissances, donc les sites Ramsar, qu'on retrouve plus ou moins concentrés sur notre territoire. Et puis au niveau des documents d'urbanisme, la notion d'espace remarquable définie par la loi littorale. Donc dans le cadre de la SNAP, enfin la stratégie nationale des aires protégées, on nous recommande de s'appuyer sur la diversité des outils qui peuvent être complémentaires, soit complémentaires au niveau spatial, donc l'un à côté de l'autre, une réserve avec son périmètre de protection, soit complémentaires en termes de superposition, et donc superposer de la protection avec de la gestion. Par contre, on nous demande bien sûr de travailler cette complémentarité en fonction des enjeux, du niveau de protection qu'on cherche à avoir, et puis du contexte local, donc la disponibilité en foncier, les activités socio-économiques, écologiques et les fonctions paysagères. Donc aujourd'hui, quand on raisonne sur l'ensemble des territoires, on peut considérer que les territoires littoraux sont fortement couverts aujourd'hui par les outils fonciers par rapport à d'autres espaces du territoire où il faudra aussi s'adapter. Donc c'est une chance. Donc on pense qu'on pourra, dans certains secteurs, ajuster des dispositifs réglementaires. On peut signaler, si on raisonne sur notre façade, on peut avoir des articulations entre parcs naturels marins, PNR, par exemple on a le marais PNR du marais Poitevin, les sites Natura 2000, les aires protégées, donc on a tout un corpus qui permet d'arriver à travailler et avoir certains acteurs qui ont un rôle de facilitateur sur les procédures. Je vais rebondir aussi sur ce qui a été dit par les deux précédentes intervenantes, très rapidement, c'est qu'on parle là que des espaces naturels d'aujourd'hui, et on aura les espaces naturels de demain ou d'après-demain. Donc on commence très timidement aujourd'hui à lancer des opérations de recomposition spatiale sur des secteurs, alors pas tellement soumis à la submersion, mais plutôt à l'érosion. Donc on a un étendard dans notre région, c'est le fameux bâtiment Signal, donc, qui a été un feuilleton en termes on a parlé de difficultés juridiques, et elles sont là, les difficultés juridiques, elles sont tangibles, on les touche du doigt, c'est qu'on a des propriétaires, et un jour, ils ne seront plus propriétaires. Donc, il faut accompagner ce mouvement, et un certain nombre de ces opérations de déconstruction vont se traduire par de la renaturation, parce qu'on ne pourra pas mettre d'autres objectifs socio-économiques avec des forts niveaux d'enjeu sur ces espaces soumis à fortes contraintes. Donc, on a le cas donc, du Signal, et puis le travail qui a été présenté hier à Bidart rejoint aussi cette problématique. Voilà. À vos questions. Alors, il y a pas mal d'échanges dans le chat au sujet de la DCSMM. Ce que je vous propose, c'est si M. Patrick Fresnel veut bien prendre la parole pour exprimer en fait sa question et son apport. Vous m'entendez maintenant? Oui, très bien. Bonjour. Oui, c'était une réflexion. La directive cadre, donc pour repartir des contextes européens, fixe depuis 2000 des objectifs globaux en matière de quantité et de qualité d'eau dans les territoires. Alors, le territoire amont, j'allais dire rétro-littoraux et terrigènes, ça c'est clair. Ces bassins hydrographiques ont généralement des débouchés à la mer et le cadre de gestion débouchait sur une directive cadre stratégique pour les milieux marins. Et l'impression que j'avais en écoutant chacun des intervenants, c'est qu'on intéressait la gestion du cordon littoral, j'allais dire, déconnecté à la fois de la mer et déconnecté de l'amont. Donc, cette vision, j'allais dire, du trait de côte, mais réduit en tant que tel, pour moi, je me demande si c'était une bonne approche, sans doute dans l'immédiat de la traiter, mais à terme, de ne pas l'intégrer à la fois dans une directive stratégique du cadre européen maritime et amont
directive cadre de l'eau, il y avait un continuum, une liaison là, qui me paraissait quand même intéressante à prendre en compte. Et l'exemple que je prenais, c'était en termes d'hydrogéologie, ça n'a pas été abordé, mais par exemple les remontées des coins salés qui sont associées à la variation du milieu marin, en fait, hein, vont priver une partie de la population de l'accès à l'eau potable, puisque à partir du moment où l'eau est salée, on sait que bon, c'est très difficile de la transformer en eau potable. Il y a bien sûr des moyens de désalinisation pour le faire, mais qui vont être paradoxaux puisqu'ils vont nécessiter une énergie tout à fait importante pour la désaliniser. Et là, on rentre à nouveau dans le cercle vraiment vicieux des problèmes d'adaptation climatique avec de l'énergie, etc. Donc, pour moi, il y avait une continuité là que je n'avais pas ressentie dans les exposés. C'était l'origine de ma question. Voilà. Merci beaucoup de m'avoir accordé la parole. Je vous en prie, merci. Je vais vous relayer sinon d'autres questions pour les intervenants. Alain, vous avez évoqué la complémentarité des outils que l'on avait à disposition et que l'on pouvait utiliser en fonction ou mettre en œuvre en fonction du contexte. Quelqu'un demande si il faut privilégier certains outils, les PAPI, les SCOT, autres, et quelles propositions pratiques pourrait-on faire pour que ces documents identifient les aires protégées au bon niveau? Alors, je ne sais pas si Alain ou d'autres intervenants souhaitent répondre à cette question. Je vais faire une mauvaise réponse de Normand. Il n'y a pas de bon outil, mais il n'y en a pas de mauvais non plus. Ça dépend comment on les utilise. Et ça, on l'a constaté depuis Xintia. On voit qu'il y a une évolution aujourd'hui lente, mais réelle, des mentalités et des façons de voir les choses. C'est-à-dire, post-Xintia, y compris pour les milieux naturels, on a dit on a cherché à recréer l'identique, à revenir au monde d'avant. Eh bien, ce n'est pas possible. Et maintenant, on s'en aperçoit. Et même des acteurs qui, il y a quelques années, étaient sur la position de la création du mur de l'Atlantique bis, de la forteresse inattaquable, etc., au moment où s'achève aujourd'hui, par exemple, sur l'île de Ré, la construction, la mise en œuvre des PAPI, les grands élus du territoire disent bien à la population, là, on a mis un certain nombre d'éléments sur la table, mais on ne va pas vous protéger pour l'éternité. Donc, il faut maintenant réfléchir à l'adaptation. Et donc, sur ce territoire, on a du PAPI, on a du SCOT. Je pense qu'on aurait pu beaucoup mieux faire si ces deux outils avaient été maniés avec la mentalité, avec l'approche qu'on commence à avoir aujourd'hui. Voilà, je pense que c'est… Mais ça, on le ressent tous. Nos plans de gestion de réserves naturelles en zone littorale qui sont en train d'être révisés aujourd'hui ne sont pas du tout ce qu'on aurait produit il y a 5 ou 10 ans, alors que c'est le même outil. Merci Alain. Moi j'avais une question peut-être pour Gilles. Vous avez évoqué le fait que la France était très en retard sur ces questions-là. Comment vous l'expliquez, enfin, comment vous pouvez analyser cette situation? Alors, comment je peux analyser cette situation? Je pense que c'est parce que les enjeux politiques et économiques sont forts, en fait, sur le littoral. Enfin, il y a des illustrations régulièrement de tous ces enjeux. On peut voir, par exemple, à Bretignolles-sur-Mer. Enfin, même si c'est un tout petit peu caricatural sur ce site, c'est principalement ce que j'aurais envie de dire. Enfin, par exemple, si je prends une des directions que j'ai mentionnées, la réglementation de l'urbanisme, on voit en fait le fait d'essayer de réglementer l'urbanisme pour éviter d'implanter de nouveaux enjeux en zone à risque, ça se confronte en fait à des intérêts particuliers, ou bien des élus, ou bien vraiment de particuliers en fait qui voient qui craignent en fait la perte de la valeur économique de leurs biens. Et donc, quand j'ai mené cette enquête en faisant un certain nombre d'entretiens avec des élus, les conseils régionaux, les services de l'État, etc., il est apparu que les plans de prévention des risques sont très régulièrement attaqués, par exemple, soit par les élus, soit par
soit par ces groupes de particuliers qui s'unissent pour essayer de les faire tomber. Donc effectivement, enfin, voilà, un des enjeux principaux, c'est la valeur économique en fait qui est forte. Après, au niveau législatif, il y avait eu des travaux assez intéressants. Une proposition de loi qui avait été portée par les députés Gott et Berthelot en 2016. Bon, là, il n'y a pas eu d'aboutissement aussi parce qu'il y a eu un changement de législature. Et depuis, bon, c'est pas forcément la priorité, quoi. D'accord, merci. Alors, nous avons sinon par ailleurs une question pour Juliette. Y a-t-il des liens entre les élus du littoral sur cette thématique de l'adaptation au changement climatique? Enfin, comment localement, du coup, vous ressentez les choses par rapport au positionnement des élus et leur travail entre eux, peut-être en collectif, sur ces sujets-là? Alors effectivement, ça fait donc plusieurs années qu'on travaille sur cette culture. Voilà, je lisais aussi dans les conversations, c'était évoqué la problématique de la culture du risque. Et c'est vrai que voilà, il y a la question du renouvellement des mandatures, mais c'est vrai qu'on essaye un maximum. On a des élus qui sont très conscients de ces problématiques. Souvent, le fait d'avoir aussi des témoignages locaux de professionnels qui, voilà, j'évoquais tout à l'heure les pêcheurs, les conchyliculteurs, mais c'est aussi quelque chose où, quand ils sont sur le terrain et qu'ils s'en rendent compte d'eux-mêmes, en fait, forcément fait que la prise de conscience est plus importante. Après, il y a aussi une prise de conscience qui est différente entre les problématiques d'érosion et de submersion. Et typiquement, on les sent plus sensibles à la question de l'érosion qu'à celle de la submersion, et notamment la question de l'élévation progressive du niveau marin. Aujourd'hui, on a la chance, nous, sur le territoire, d'avoir toute une démarche soutenue par le CEREMA, l'Adréal Bretagne et la région sur l'élaboration de stratégies de gestion intégrée du trait de côte sur lequel travaillent 2 de nos EPCI. Et donc, effectivement, il y a aussi cette question en fait, de la solidarité entre les territoires littoraux et les territoires plus rétro-littorales. Et que cette question, elle devienne voilà, effectivement une culture commune à l'échelle des EPCI. Et qui ne soit pas traitée que sous le prisme de la question des risques, mais comme ce qui était évoqué tout à l'heure, plus sur une échelle vraiment d'un projet de territoire plus large. Et est-ce que vos élus ont par ailleurs des liens avec d'autres territoires littoraux? Et est-ce qu'ils se font porte-parole en fait de votre dynamique sur le territoire et de toutes les réflexions qui sont menées pour partager leur retour d'expérience et leur questionnement sur ce sujet? J'ai envie de dire que sur notre territoire, il y a des points sur lesquels entre guillemets, on est en avance, mais sur d'autres moins. Et on essaye aussi, là par exemple, on est en train d'organiser des voyages d'études pour qu'on aille rencontrer d'autres territoires en Bretagne, mais ailleurs en France, qui se posent ces questions aussi pour ouvrir et montrer en fait les possibles, parce que souvent c'est une question déjà de sensibilité personnelle au niveau de nos élus. Mais le fait de voir que c'est possible ailleurs, que c'est fait de telle manière qu'au sein des EPCI, on peut avoir telle ou telle structuration, tels moyens qui sont déployés, en fait, souvent, ça permet de faire avancer les choses. Et c'est vrai que derrière, la question de la responsabilité, elle est souvent aussi pointée. Et on se retrouve avec des élus pour qui le fait d'avoir aujourd'hui en main les cartes des zones basses, connaissance des risques, etc., pour eux, c'est important de communiquer avec les habitants et c'est important de s'appuyer aussi sur ce que la population souhaite pour construire le projet de territoire. Et à l'inverse, on a aussi des élus qui, en fait, qui face à la responsabilité et au poids que ça représente et aux difficultés et la complexité de ces sujets, en fait, savent pas comment aujourd'hui on peut traiter le sujet et comment on partage ses responsabilités en fonction des choix qu'on fait. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est très compliqué. Et on espère que les évolutions réglementaires en cours vont permettre un peu de clarifier certains de ces points. Alors, une question de Régis que je n'arrive pas à visualiser. Hop. Alors, ah mince, du coup, pour moi, elle a disparu. Je suis désolée. Ou Régis, prenez la parole si vous voulez pour poser votre question. Si vous voulez bien. Pas de problème.
Le colloque est remarquable d'abord, pour commencer. Ma question, elle est un peu sur la question des évolutions dans les espaces protégés littoraux. Ça a été évoqué par l'Adréal. Alors, on entend des signaux faibles que les choses bougent, mais moi, je constate quand même qu'on a encore des approches fixistes, tant parfois dans des plans de gestion de réserve, voire même, donc là, c'est l'écriture hein, qui est questionnée, voire même parfois, et pas uniquement en Charente-Maritime, hein, mais des digues qui sont faites dans des réserves pour se protéger, entre guillemets. Donc, on dit que les choses bougent, la population, le trait de côte, la biodiversité, les espèces bougent, mais quand même, on est encore sur le modèle très ancien, voire fixiste, dans les espaces naturels, et y compris dans les espaces protégés. Voilà, donc je mets ça en débat. Ok, parmi les intervenants, est-ce que quelqu'un souhaite prendre la parole? Autre réaction? Oui, Alain? Oui, pour le vécu sur, enfin, pour parler en clair, la digue en construction, c'est sur la réserve d'Yves. Sur la question de la protection du littoral à ce niveau, donc là, on a eu ces fameux outils, PAPI et compagnie, donc on est dedans. Là où les choses étaient délicates, c'est qu'on est juste au sud des Boucholeurs, un hameau, enfin une partie de village qui avait beaucoup souffert de Xynthia. On est dans une zone qui a été très touchée, et donc la digue, alors pas forcément celle telle qu'elle va être construite, mais une digue apparaissait nécessaire pour les enjeux humains qui sont à l'arrière de la réserve naturelle. On a parlé de réseau, on a une route stratégique pour le département, on a un village, et donc là où les choses, c'est vrai, ont été compliquées, c'est sur le tracé de la digue, et donc l'arbitrage a été national, parce que les positionnements, qu'ils soient biologiques, humains, économiques, techniques, etc., n'étaient pas réellement en phase. Voilà. Donc, c'est le ministre qui, à l'époque, a tranché. Donc, voilà. Mais il faut dire aussi sortons de l'exemple des marées d'Yves, qui peuvent être effectivement polémiques, mais moi, ce que je constate, c'est que quand même, les documents, non, sur l'écriture de documents, je les constate assez fixistes, dans une approche de conservation, pour ne pas dire de très conservatrice, d'un actif environnemental, alors que, comme ça a été dit partout, les mentalités bougent, la biodiversité est chahutée, et comment du coup avoir un document qui peut être prospectif dans un premier temps d'écriture, et puis aussi d'évolution dans les mesures de gestion, qui ne soit pas du coup dans une volonté de jardinage de la nature, puisque du coup, le paradoxe, il va être là aussi. Hier, on a entendu le témoignage du conservateur de la réserve. Tout à fait, c'est pour ça que dans mon commentaire, j'ai dit qu'il était vivifiant. Voilà, justement, donc ça, c'est quand même une révolution. C'est-à-dire, on aurait tenu ce séminaire il y a 2 ans, 5 ans, 10 ans. Je n'imagine pas un gestionnaire qui, justement, avait pris l'habitude, alors, ce n'est pas jardiner, c'était gérer des niveaux d'eau, enfin, mais tenir ce discours-là. Et là, la mentalité évolue, y compris chez les gestionnaires. Et sur les plans de gestion, on commence à avoir des choses nouvelles. Mais on ne peut pas non plus complètement balayer le passé, parce que chaque réserve, c'est une histoire, c'est de la gestion, c'est de la culture derrière. Et il y avait des motifs de classement, donc on ne peut pas complètement les ignorer. Donc la démarche, elle est engagée, mais on a parlé pas mal de temps du temps qu'il fallait laisser, enfin de l'espace pour le mouvement du littoral, mais aussi de la dimension temporelle. Je pense qu'on est en plein dedans. On vit notre transition. Voilà. Alors, j'ai la difficile tâche de devoir mettre fin à vos échanges et puis à toutes vos questions qui sont riches et intéressantes. Donc, il y aura matière à poursuivre cette table ronde. Ça a permis vraiment d'illustrer en quoi l'adaptation des espaces naturels au changement climatique passe pour le gestionnaire par différents choix et différentes questionnements, que ce soit sur les questions d'échelle, d'appréhension du processus d'attachement aussi à ces espaces et puis d'anticiper la perception de la population face à des mesures qui pourraient être mises en place.
À ce stade, on peut faire le lien également avec un autre projet LIFE intitulé Artisan. Donc, ce programme européen coordonné par l'Office français de la biodiversité vise à accroître la résilience des territoires par l'incitation aux solutions d'adaptation fondées sur la nature. Donc, c'est une approche territoriale qui fait écho à ce que les intervenants ont présenté aujourd'hui. Et donc, pour nous faire une présentation en quelques mots de ce projet, je vais donner la parole à Mathilde Loury qui coordonne à l'OFB ce projet. Et éventuellement, s'il y a quelques réactions à l'issue de cette table ronde à nous partager, elles sont les bienvenues. Mathilde ? Oui, bonjour à tous. Écoutez, merci beaucoup pour la richesse de ces interventions. Effectivement, il y a des liens évidents à faire avec comme l'a dit Cécile, avec le LIFE Artisan, puisqu'on s'intéresse dans le cadre de la mise en œuvre du PNAC, piloté par l'ONERC, à l'adaptation des territoires, donc y compris les espaces protégés, mais aussi du coup les espaces urbanisés, les espaces agricoles, forestiers, etc. Et donc, on a un partenariat avec 28 bénéficiaires associés, dont l'ONERC, CDC Biodiversité, l'UICN, le CEREMA, et donc aussi des collectivités locales qui mettent en œuvre des sites pilotes. Et la complémentarité par rapport au Life Nature Adapt, donc c'est qu'on s'intéresse à tout type de territoire, mais on propose uniquement les solutions fondées sur la nature, c'est-à-dire que tout ce qui est relocalisation, etc., on ne va pas l'intégrer directement, sauf si bien sûr on va venir sur des projets de renaturation ou de restauration. Donc on est complémentaires puisque les solutions fondées sur la nature, c'est la préservation des espaces naturels, des écosystèmes. Donc là, on est tout à fait en lien avec tout ce que fait le Life Nature Adapt. C'est leur gestion durable. Et donc là, on va travailler particulièrement avec les filières agricoles forestières, de la bioéconomie. Et c'est aussi les restaurations. Et donc là, on va intervenir plus particulièrement sur restauration de zones humides ou aussi des projets plus localisés de végétalisation de cours d'école, par exemple. Et donc là, on a démarré le projet. C'est pour 8 ans. Je vais vous mettre dans le chat le lien sur la page de l'OFB qui décrit toutes les actions du Life Artisan. Et on travaille à différentes échelles. Donc les sites pilotes dont je vous ai parlé, avec un site en littoral sur la protection des mangroves, mais on a aussi d'autres sites en milieu urbain, agricole. Ensuite, on a un maillon très important, c'est les animateurs et les animatrices régionales. Donc chacune de vos régions, vous avez un interlocuteur qui vise à animer un réseau. Donc vous avez peut-être déjà été invité à participer à ce réseau, au groupe de travail, et il va diffuser tous les outils qu'on met en place à l'échelle du projet. Et donc effectivement, à l'échelle nationale, on a le centre de ressources pour adaptation au changement climatique qui est du ministère, piloté par le CEREMA, sur lequel on va alimenter tous les outils, toutes les ressources qu'on va identifier et qu'on va produire. Et puis, on va animer un réseau national, notamment avec un groupe de travail littoral, mais aussi groupe de travail rural, urbain, montagne, outre-mer et acteurs économiques. Voilà, donc je vous invite vraiment à aller sur le site pour voilà, prendre connaissance de tous ces événements. Et le prochain événement, justement, c'est le Forum national artisan qui aura lieu en janvier 2022 sur 2 jours. Et on va pouvoir vous livrer les différents résultats des différentes études qu'on est en train de mener en ce moment avec les 28 bénéficiaires associés du projet. Merci Mathilde. Donc pour conclure cette table ronde qui démontre bien que la question de l'adaptation de la gestion des espaces naturels littoraux au changement climatique est complexe et encore nouvelle, et ça ne peut pas se faire évidemment aussi sans les gestionnaires. Donc c'est pourquoi on vous propose dans l'atelier qui suit cette table ronde de définir quels sont les besoins de vous gestionnaires pour adapter la gestion de votre espace naturel littoral au changement climatique. Merci à tous, merci aux intervenants plus particulièrement et aux participants à cette table ronde et bonne continuation.